la mauvaise image de la femme et de la mère, surtout qui consomment de l'alcool, reste persistante. Autant c'est valorisé pour un homme dans la société d'être un bon buveur, de bien tenir l'alcool. Bon, après c'est très dévalorisé pour l'homme quand il perd le contrôle de sa consommation. Mais la femme, dès qu'elle est ivre, c'est dégradant. Donc en gros, on dit que les femmes mettent 10 ans de plus à consulter. Le rapport à l'alcool, c'est souvent plus compliqué quand on est une femme. D'un côté, on ressent ce besoin de décompresser avec un verre après une journée bien remplie, de profiter d'une soirée festive entre copines. Et de l'autre, on sait qu'on risque de mettre une journée entière à s'en remettre, sans parler des nuits agitées, des effets sur la santé, voire de la dépendance. Parce que voilà, les inégalités hommes-femmes existent aussi quand il s'agit d'alcool. Pour comprendre pourquoi et explorer les spécificités féminines face à l'alcool, j'ai invité à mon micro 2 experts. Dr Jean-Baptiste Méric, directeur médical du centre hospitalier de Bligny, et Dr Isabelle Godard, médecin addictologue. Ensemble, on parle de santé, de prévention et des moyens d'agir sans culpabiliser. Pour faire connaître ce podcast, n'oubliez pas de noter et de commenter cet épisode et de me rejoindre sur Instagram, TikTok et YouTube, @biendansonâge, pour d'autres contenus qui questionnent nos habitudes et ouvrent la réflexion. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous avoir avec moi, Dr Méric et Dr Godard. Dr Méric, vous êtes directeur médical du centre hospitalier de Bligny et oncologue de formation. Isabelle Godard, vous travaillez aussi au centre hospitalier de Bligny. Vous êtes addictologue et médecin au sein de l'équipe de liaison et de soins d'addictologie du pôle médecine. Merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Les femmes entretiennent une relation assez particulière avec l'alcool. J'aimerais savoir en fait comment on l'explique, Dr Godard. Disons qu'en fait, ça, si on regarde un petit peu l'histoire des femmes et de l'alcool sur les 100 dernières années, on va dire sur le dernier siècle, l'alcool était pas autorisé aux femmes, il était réservé aux hommes, d'ailleurs, qui se réunissaient pour consommer, puis les femmes se réunissaient entre elles. C'était très mal vu pour une femme de consommer, ça s'opposait tout à fait à l'image de la femme qui s'occupe de son foyer et qui élève ses enfants. Et puis avec la libéralisation de la femme, on va dire après la guerre, après la Deuxième Guerre, avec le tabac est venu progressivement, sont venus progressivement à consommer plus régulièrement, avec une image qui est moins négative. Et d'ailleurs, on peut noter que le niveau socio-professionnel des femmes, plus il est élevé, plus elles ont tendance à consommer, parce qu'elles sont plus exposées à des réunions. Et puis, il a été évoqué aussi la question de la charge mentale, puisque le cumul d'une profession exigeante et de rester une mère de famille. Ouais, bien sûr. Et du coup, le petit verre de vin en fin de journée permet de déstresser, en tout cas d'évacuer après une grosse journée, en fait. C'est un peu ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'usage anxiolytique. Et puis effectivement, on le voit maintenant, il est représenté beaucoup dans les films, des séries. C'est quelque chose de tout à fait intégré, mais encore une fois dans des milieux socio-professionnels plutôt élevés. Alors que en fait cette consommation d'alcool, en tout cas ce mariage n'est pas forcément une bonne chose pour les femmes par rapport aux hommes. Qu'est-ce qui les distingue justement dans ce rapport à l'alcool? Disons qu'elles ont un métabolisme qui est différent de celui des hommes et à consommation égale, elles ont une alcoolémie qui est plus élevée, donc un risque d'ivresse qui est plus important. Et donc tous les risques au plan de la santé, de prise de risque, d'exposition qui est plus important. Elles sont plus sensibles également aux maladies alcooliques du foie, au risque de cancer, au risque d'accident, d'exposition au sexe et tout ce qui est prise de risque dans leur rapport avec les autres. Voilà, et en plus elles cumulent avec un risque d'addiction qui est plus important, puisque la durée entre l'expérimentation
et le stade de dépendance est plus courte chez les femmes. Ok. Et est-ce que justement vous pourriez me dire un petit peu comment vous définissez cette dépendance en fait, à partir de quel moment on devient dépendant de l'alcool? La formule la plus utilisée, qui est assez simple à dire, c'est la perte de la liberté de s'abstenir, en gros. Hein. Donc voilà, c'est ça. On peut pas se limiter, on peut pas s'arrêter autant qu'on le voudrait. Et donc, si on prend un peu la liste des critères pour définir l'addiction, une addiction, quel que soit le produit d'ailleurs, c'est en gros du temps passé à rechercher le produit, à le consommer ou à se remettre de ses effets. C'est une consommation qui est plus importante que prévu initialement. C'est la perte d'activité ou qu'on n'est pas présent au moment de rôle qu'on attend de nous, comme sur le plan professionnel, le plan familial, amical, l'arrêt d'activité. C'est-à-dire que l'alcool prend une place de plus en plus considérable dans la vie et tout le reste devient secondaire. Comme toute addiction, hein, c'est voilà. Et puis après, évidemment, les signes de manque. Hein, alors c'est souvent tardif, mais les signes de manque physique ou alors des envies irrépressibles de consommer qu'on appelle le craving. Ok. Vous mentionnez aussi une propension, en tout cas un risque majoré de développer des maladies type cancer. Du coup, je vais m'adresser à Dr Méric. Est-ce que tout ça, c'est lié aussi à nos hormones et comment l'alcool peut interagir avec nos hormones? Alors l'alcool, c'est un facteur de risque de cancer direct, hein, puisque l'alcool, quand il va rentrer dans notre organisme, il va être transformé par notre organisme directement en une molécule cancérigène. C'est pour ça que l'alcool, c'est le deuxième facteur de risque évitable de cancer, avec plusieurs cancers qui vont pouvoir être dus à l'alcool. Et c'est vrai qu'on pense toujours aux cancers qui sont liés à une consommation d'alcool souvent importante et un peu caricaturaux, qui sont le cancer du foie, le cancer de l'œsophage, et on va oublier d'autres cancers, et notamment le cancer du sein, où là, effectivement, il y a des causes génétiques qui sont relativement rares, il y a des causes hormonales qui sont relativement fréquentes, et l'alcool va venir se surajouter. Et c'est pas du tout un facteur de risque anecdotique. Parce que en France, par exemple, il y a à peu près 60 000 nouveaux cas de cancer chaque année. Et sur ces 60 000 nouveaux cas de cancer du sein, il y en a 8 500 qui sont attribuables à l'alcool. C'est la première cause évitable de cancer du sein. C'est plus que le surpoids, c'est plus que le tabac, qui lui aussi est négligé comme cause de cancer du sein. Et donc c'est vrai que souvent on a tendance à dire aux femmes que le cancer du sein, c'est la faute à pas de chance, quoi. Il y a une femme sur 9 qui aura un cancer du sein dans sa vie, c'est comme ça. C'est pas vrai. Il y a 1/3 des cancers du sein qui sont évitables. Et donc le fait de consommer de l'alcool de façon modérée en restant dans les repères recommandés, eh bien c'est un moyen de rester en bonne santé, notamment de diminuer son risque de cancer. Pas que le risque de cancer, puisque on va aussi diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, que ce soit des AVC, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit des atteintes du type infarctus. Et là encore, on sait que chez les femmes, la présentation d'un infarctus, elle va pas être tout à fait la même que chez les hommes, elle va pas survenir avec tout à fait les mêmes facteurs de risque, et que la ménopause, d'autres périodes de vie vont être plus à risque. Et on sait que là encore, la prise en charge va parfois même être différente, parce que même dans l'imaginaire des soignants, une femme avec un infarctus, c'est pas classique, c'est un homme, et on sait qu'il y a un retard au diagnostic chez les femmes. Donc beaucoup de risques pour la santé, pas forcément spécifiques à la femme, mais certains le sont, comme le cancer du sein. Intéressant que vous évoquiez justement la ménopause, parce que j'ai posé la question à ma communauté. Comme vous savez, j'échange avec des femmes sur Instagram, TikTok, qui sont âgées de plus de 35 ans, et elles font le constat qu'elles supportent de moins en moins bien l'alcool. Elles sont 75%, voire plus du tout, avec un moins bon sommeil, avec des soucis digestifs. Comment l'expliquer? Alors, après, je pense que avant un certain âge, les conséquences des alcoolisations importantes, elles sont peut-être moins ressenties, ou elles ont peut-être moins d'impact sur ce qu'on attend ce qu'on attend d'elles.
Mais c'est sûr que la tolérance à l'alcool, en dehors d'un effet d'une consommation régulière, a tendance à s'atténuer avec l'âge. C'est ce qu'on recommande d'ailleurs aux personnes, alors là, aux personnes beaucoup plus âgées. Les recommandations de consommation sont en gros d'un verre maximum par épisode. C'est-à-dire que autant on dit en gros 2 verres par jour maximum, et pas tous les jours, et pas plus de 10 verres par semaine, autant chez les personnes âgées, on divise ça par 2. Qu'est-ce qui explique exactement qu'on ne supporte plus cet alcool? Qu'est-ce qui change en fait dans notre corps? C'est le métabolisme qui est moins efficace pour dégrader l'alcool. Okay. Et puis c'est pas spécifique à l'alcool, mais c'est aussi le fait que dans notre corps, on a des réserves d'énergie, on pourrait dire, que ce soit cardiaque, pulmonaire, pour faire face à tout ce qui est un stress pour notre organisme. Et l'alcool, comme beaucoup d'autres toxiques, c'est un stress pour l'organisme. Et donc, plus on va vieillir et moins on va être capable de se remettre de ce qui finalement n'est pas bon pour nous. Donc c'est aussi tout simplement ça, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a plus de mal à encaisser avec l'âge. L'alcool va en faire partie. Ouais, alors qu'on envisage l'alcool plutôt comme un anti-stress, hein. Du coup, pas du tout. C'est vraiment source de stress pour notre organisme. Il y a le stress, l'angoisse, et comme disait Isabelle tout à l'heure, il y a cet effet de l'usage anxiolytique de l'alcool parce que effectivement la prise d'alcool va pouvoir générer cette sensation, vous le mentionnez, d'euphorie, de lâcher prise. Mais en fait, en faisant ça, par ailleurs, l'alcool est en train d'agresser, de stresser, c'est le même mot qu'on emploie mais qui définit pas la même chose, mais de stresser nos cellules et de créer des risques pour notre santé. Donc c'est doublement pernicieux parce que on a une sensation agréable alors qu'on est en train de potentiellement de se faire du mal. Mais effectivement, c'est pas hors alcoolisation excessive où on peut effectivement être tout de suite dans l'accident et dans la blessure immédiate, on va pas forcément percevoir les choses. Et c'est pour ça que les repères que rappelait Isabelle sont vraiment importants. C'est de se dire que l'important, c'est que la prise d'alcool, elle soit pas quotidienne, qu'on laisse notre organisme souffler. Et donc, c'est pour ça que dans les recommandations, il y a effectivement cette idée que l'alcool, c'est pas tous les jours et que c'est une dose maximum par jour qui est admissible, avec peut-être une toute petite augmentation de risque pour la santé, mais qui est considérée comme tolérable. Donc ça, c'est 2 verres par jour, mais surtout pas tous les jours. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que vous avez peut-être d'autres recommandations justement par rapport à cette consommation, puisque voilà, en tout cas, au sein de ma communauté, elles sont 20% à déclarer ne pas du tout boire d'alcool, et on voit qu'il y a quand même une tendance à réduire et à se couper de la consommation d'alcool pour aller vers des boissons non alcoolisées, même si apparemment il y a encore débat en fait sur le fait de promouvoir l'alcool non alcoolisé, puisque finalement on promeut une forme de consommation. Mais de votre côté, par rapport à justement cette consommation, on va dire raisonnée, vous parliez donc de 2 verres. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils? Ce qui est dit, c'est qu'il y a aucun niveau de consommation qui est sans danger. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. C'est-à-dire que on le voit d'ailleurs pour la grossesse, on recommande zéro consommation. Pourquoi? Parce que on peut pas évaluer le risque, on peut pas éliminer un risque en fait. Okay. Et donc et d'ailleurs ce qui est noté justement par l'OMS, c'est de dire que en gros un cancer sur 2 est lié à une consommation dite modérée qui est inférieure à 1,5 litre de vin par semaine, soit en gros 2 bouteilles de vin par semaine. Alors on est au-delà des recommandations de l'OMS qui font, ça fait 140 grammes, ça fait 14 verres par semaine, donc on est au-delà des recommandations, mais c'est pas des quantités qui paraissent comme ça considérables, et pourtant c'est associé à un surrisque considérable puisque c'est la responsable de la moitié des cancers. Ce que dit Isabelle est très important, c'est de bien considérer que effectivement, dès le premier verre d'alcool, dès qu'on est à une consommation régulière, en moyenne d'1 verre d'alcool par jour, on a un risque pour notre santé, et notamment un surrisque de cancer. Alors pourquoi les recommandations, elles disent 2 par jour?
et pas zéro alcool. Parce que on sait aussi ce qui est socialement admissible et qu'une recommandation qui dirait zéro, bah, elle serait suivie par personne, voire elle serait contre-productive pour d'autres messages de santé. Donc, en dessous de 2 verres par jour, le risque, il est très faible. Mais il n'est pas très faible chez tout le monde. Et il faut bien considérer qu'il y a des risques qui vont se cumuler. Et par exemple, chez un fumeur, bah, le fait de consommer de l'alcool, même en petite quantité, même dans les repères, on va avoir une synergie entre l'alcool et le tabac qui vont se potentialiser l'un l'autre, notamment pour tous les cancers de la cavité buccale, les cancers de l'œsophage. Et donc, cette consommation d'alcool, en fait, elle est jamais neutre. Il faut que chacun puisse juger du niveau de risque qu'il veut prendre. Et la recommandation est là pour dire, si vous restez en dessous de 2 verres par jour et pas tous les jours, on considère que globalement, à l'échelle de la population, les risques pour la santé sont minimes, mais ils sont pas à zéro. Et dans un cas particulier, soit les personnes plus âgées, comme disait Isabelle tout à l'heure, soit les fumeurs, eh bien, le risque immédiat ou à terme pour la santé va pouvoir être plus important. D'accord. Ce qu'on mentionne aussi de plus en plus, c'est donc l'impact sur la santé, mais l'impact aussi vraiment sur le cerveau. Est-ce que la consommation, parce que vous dites dès le premier verre, est-ce que c'est un effet, on va dire, irréversible en fait sur nos petites cellules justement? Disons, c'est difficile de quantifier en fait. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on appelle les troubles cognitifs liés à l'alcool, on le remarque évidemment chez les buveurs importants, mais on le remarque aussi chez les buveurs chroniques, mais au bout d'un certain âge. Et moi, je vois beaucoup de patients autour d'une 50aine d'années qui ont des troubles cognitifs. Alors c'est des petites choses, mais avec le temps, ça va ne faire que s'aggraver. Alors c'est des choses comme de la désinhibition, certaines maladresses, alors qui peuvent occasionner des incidents, des accidents, mais aussi des troubles de la mémoire, de l'attention, comme aussi des difficultés à s'adapter à de nouvelles situations. Et c'est en partie réversible. Plus c'est grave, évidemment, moins c'est réversible, mais c'est en partie réversible, oui. Alors ça peut prendre du temps, ça peut prendre parfois plusieurs années chez des patients qui sont assez marqués, avec une bonne alimentation, une recharge en vitamines, l'abstinence évidemment, et un travail cognitif, des exercices, on peut récupérer. Ah, c'est positif. C'est positif. Et donc, du coup, justement, ce que vous mettez, en tout cas, en œuvre par le biais de vos communications, type Dry January, c'est aussi pour justement initier ces abstinences, en tout cas, de commencer de temps à autre, parce qu'on peut vraiment voir les bienfaits. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les patients le disent, en général, qui se sentent dépendants ou pas, les bienfaits sont très rapides. Et en termes de lucidité, d'énergie, une amélioration de l'humeur aussi, puisque globalement, même si l'alcool a un effet anxiolytique immédiat, globalement, il est anxiogène et dépressogène. C'est-à-dire que c'est des signes qui ont tendance à disparaître assez rapidement après l'arrêt de l'alcool. Et c'est pour ça que, comme le disait Isabelle, le fait de pouvoir ressentir dès l'arrêt, c'est un peu ce qu'on dit pour le tabac, mais aussi pour l'alcool, il y a des bénéfices relativement rapides. Et sur le Dry January, il y avait eu des enquêtes pour regarder ce qui se passait. Et globalement, on a 3 personnes sur 4 qui, dans le mois d'abstinence du Dry January, vont dire qu'elles dorment mieux, qu'elles se sentent plus en forme, qu'elles ont plus d'énergie. Voire qu'elles ont commencé à perdre du poids pour celles qui étaient en surpoids, qu'elles ont l'impression d'avoir une peau plus belle qu'avant. Et donc tout ça, ça va être des éléments de motivation pour continuer, pour poursuivre. Et c'est probablement ce qui explique que on a quand même 4,5 millions de personnes qui ont essayé le Dry January sur la dernière étude. C'est quand même significatif et c'est effectivement un message d'espoir de se dire vous pouvez arrêter et vous allez rapidement ressentir des effets positifs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à plus long terme, au-delà du mois du Dry January, il y a que 11% qui ont un effet rebond, qui ont une reprise de leur consommation parfois plus importante,
mais en fait la majorité va vers une réduction de la consommation avec une augmentation du nombre de jours sans consommation. Ok, donc c'est voilà, c'est vraiment on voit un effet sur le long terme, une forme de prise de conscience en fait. Oui, des bénéfices en particulier, oui. Alors c'est vrai que ma communauté était particulièrement soucieuse de savoir en effet quels étaient les effets de l'alcool sur la peau. Donc vous me confirmez, c'est terrible sur l'éclat, c'est terrible sur peut-être le vieillissement aussi de la peau. Oui, ça accélère globalement le vieillissement en fait. Hein. L'alcool, oui, l'alcool accélère le vieillissement, puis il a un effet aussi par la déshydratation, hein, puisque l'alcool a tendance à déshydrater, et donc forcément pour la peau, c'est le reflet de l'hydratation. Donc il faudrait aussi toujours penser à beaucoup s'hydrater si on consomme de l'alcool. Alors oui, beaucoup s'hydrater, c'est sûr, pour compenser la déshydratation et aussi pour réduire les risques. Alors là, on est plus dans l'idée d'avoir une consommation modérée avec le moindre risque possible le jour de la consommation. C'est effectivement d'essayer de boire lentement, d'alterner avec de l'eau, et voilà, effectivement pour lutter contre ça. Et dans les autres conseils, parce que visiblement aussi l'alcool serait très mauvais pour l'absorption du calcium, visiblement, et également au niveau du foie. Qu'est-ce qu'on peut recommander, parce que c'était des questions d'une de mes lectrices sur qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour nous détoxifier de l'alcool. En fait, alors ça c'est beaucoup de choses qu'on dit après les fêtes, et c'est aussi un des arguments du dry January, mais en fait je pense que c'est pas une question de se détoxifier, on ne se détoxifie que si on s'hydrate correctement, qu'on mange de façon variée pour avoir un apport vitaminique satisfaisant. Il n'y a pas d'autre méthode pour se détoxifier en fait. D'ailleurs, il faut bien comprendre que l'alcool en soi, c'est un corps étranger, c'est un poison pour notre organisme, et la détoxification de l'alcool, pour transformer l'alcool en autre chose et pour s'en séparer dans notre corps, c'est cette transformation-là qui va le transformer en molécules dont certaines sont cancérigènes. Donc en fait, il faut pas imaginer que on a bu de l'alcool et qu'on l'a stocké quelque part comme ça et puis qu'on va ensuite l'évacuer. Non, cet alcool, il a été transformé notamment en molécules cancérigènes, et donc il n'y a pas de remède miracle qui inverse la cancérisation. Donc en fait, il y a vraiment une idée fausse contre laquelle il faut aller, c'est qu'il n'y a pas d'anti-alcool, de même qu'il n'y a pas d'anti-tabac valable. C'est le même message, c'est-à-dire que si on fait le choix de s'exposer, et pour l'alcool de s'exposer au-delà des repères, va pas y avoir de moyen de compenser et de revenir en arrière. On va pouvoir faire de l'activité physique, on va pouvoir faire d'autres choses qui diminuent un petit peu les risques de cancer, mais par rapport à l'augmentation forte que l'on peut avoir avec l'alcool, on va pas compenser. Il n'y a pas de moyen de compenser. Et ça, c'est un point important. C'est pour ça que le rappel des repères est important. C'est pour dire, attention, si vous sortez de cette consommation, vous prenez un risque pour votre santé et vous n'allez pas avoir de moyen de compenser ce risque. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. Là, je pense que on a vraiment les éléments en main. Maintenant, voilà, c'est le choix de chacun de faire attention avec sa consommation, de prendre toutes ces repères en considération. Est-ce que vous voudriez peut-être ajouter un dernier point ou une dernière prise de conscience importante sur le sujet des femmes et de l'alcool, peut-être? Je ne sais pas si c'est spécifique des femmes, même si effectivement, quand on regarde les chiffres des alcooliers ou autres, les femmes consomment peut-être pas exactement les mêmes types d'alcool ou dans les mêmes circonstances. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que pour nous, quand on analyse une consommation d'alcool, ce qui va compter, c'est ce qu'il y a comme alcool. Ça peut être du vin, ça peut être de la bière, ça peut être des alcools forts. C'est pas forcément ça qu'on va regarder pour le risque santé. C'est vraiment cette question de la consommation d'alcool. Et donc, quand on parlait de verres, c'est des verres standards, hein, c'est-à-dire que effectivement,
c'est une dose standard d'alcool et qu'il faut pas imaginer là encore qu'il y aurait parce qu'en France on parle beaucoup du fait qu'on a du bon vin et que le bon vin c'est mieux que etc. Non, on n'a pas d'alcool qui soit bon pour la santé. Donc effectivement c'est peut-être aussi ce message à passer, c'est que de même qu'il y aurait peut-être certains produits consommés plus par les femmes et d'autres plus par les hommes, il faut pas se dire que c'est parce qu'on va aller sur un type de produit ou un autre qu'on va diminuer son risque. Ok, très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous, docteur Godard, vous avez peut-être un autre point à ajouter par rapport à cet échange? C'est effectivement cette idée que elles sont devenues comme les jeunes adultes des cibles marketing, hein, c'est ce que disait Jean-Baptiste, avec des bouteilles de rosé, avec des petites fleurs, avec des boissons plus sucrées, avec et parfois un peu moins alcoolisées, mais qui sont en fait qui sont un appel pour elles, hein, pour les faire consommer. Or, elles sont plus vulnérables à ces consommations. Donc voilà, au-delà des repères, c'est faire attention à soi, à sa santé, et ne pas se mettre en danger les jours de consommation, être bien accompagné, s'assurer de pouvoir rentrer. Voilà, je pense que c'est important. C'est un très bon point que vous soulevez parce qu'effectivement, en tant que consommatrice, justement, alors raisonnée, mais néanmoins, quand on s'adresse à moi, souvent, on va dire mais ça c'est bien pour les femmes ou ça c'est apprécié des femmes. Donc on voit qu'il y a en effet un discours où on essaie de voilà, pas de favoriser, mais en tout cas de vous amener vers un produit que vous pourriez mieux aimer, peut-être un poil plus sucré, peut-être voilà, etc. Donc oui, il y a une forme de ciblage qui s'opère. Ça c'est une évidence. Ah ben oui, un ciblage marketing, et d'ailleurs on le voit dans les magasins, on voit ce qui est destiné aux femmes, on voit ce qui est destiné aussi aux ados, hein, comme aux marchands de tabac, hein, ce sont des consommateurs et on a besoin d'eux. Donc voilà, c'est juste rester vigilant pour pas tomber dans le piège. Ouais, bien sûr. Ok, écoutez, je vous remercie de votre temps et de vos éclairages et puis de vos actions dans ce sens. Si les personnes veulent avoir un petit peu plus d'informations, est-ce que vous avez peut-être des sources ou des sites à recommander pour aller voilà, s'informer davantage sur le sujet? Il y a un site généraliste qui est très très bien, qui est drogue.gouv.fr ou Alcool Info Service. Il y a plein d'infos, il y a des forums, il y a plein de choses pour plein de questions. Voilà. Ouais, je pense que c'est important de se dire que dans toute addiction, c'est très démontré pour le tabac, c'est vrai pour l'alcool. Quand on est aidé par un professionnel de santé, on a plus de chances de s'en libérer. Donc, quand on a l'impression que ça dérape, comme disait Isabelle tout à l'heure, qu'on a une consommation excessive, d'aller sur ces sites, c'est aussi trouver une information fiable, validée, mais aussi des contacts pour se faire aider, et ça peut vraiment être important. Et j'ajoute, oui, juste le site Addict Aid, qui est très bien fait et qui peut être une aide pour les professionnels, mais qui est plein d'infos scientifiques validées, très intéressant. Oui, parce que c'est ce que vous m'aviez dit en aparté, docteur Godard, c'est que les femmes et plus globalement les personnes ne vont pas forcément tout de suite se présenter avec leur addiction. Il y a un temps quand même certain avant d'aller vers un professionnel et de se faire aider. Donc Oui, il y a, chez la femme depuis longtemps, il y a la mauvaise image de la femme et de la mère surtout qui consomme de l'alcool reste persistante. Hein. Autant c'est valorisé pour un homme dans la société d'être un bon buveur, de bien tenir l'alcool. Bon, après c'est très dévalorisé pour l'homme quand il perd le contrôle de sa consommation, mais la femme dès qu'elle est ivre, c'est dégradant. Donc une mère de famille, voilà. Donc en gros, on dit que les femmes mettent 10 ans de plus à consulter. Ouais. Et tout comme c'est pas très, enfin, en tout cas, vous l'avez forcément vu, c'est pas forcément valorisé de se dire que on ne voit pas et on est rabat-joie. Donc ça, c'est aussi important de changer aussi cette perception, c'est de se dire qu'on peut aussi faire la fête et s'amuser sans forcément que ça soit lié à l'alcool. Mais tout à fait. C'est sans doute à expérimenter avant d'être convaincu que aucune fête n'est possible sans alcool. Faut déjà le vivre et puis.
On se rend compte que ça peut être très chouette la vie sans alcool. On gagne pas en tristesse, bien au contraire. Merci beaucoup à vous deux et je vous dis à très bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire, ou encore à partager l'épisode à un ou une proche. Vous pouvez trouver d'autres sources d'inspiration et d'informations sur les comptes Instagram et TikTok @bien dans son âge, où je vous attends pour des échanges et des confessions si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.